Bien, bonjour à tous. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde pour voir une présentation sur NIO. Je pense que c'est quelque chose qui est super passionnant, mais c'est pas forcément évident à expliquer. Donc c'est un petit peu l'intérêt de la présentation, c'est d'essayer de faire comprendre comment ça fonctionne, sachant que c'est comme une des parties les plus complexes qui soit lorsqu'on développe un système. Moi, je considère qu'il y a trois parties qui sont vraiment pénibles en fait lorsqu'on fait du développement informatique. C'est tout ce qui gère la concurrence, parce que c'est pas simple, et tous les accès entrée-sortie, que ce soit sur fichier ou sur le réseau. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui est très très asynchrone, donc par principe on a peu de contrôle sur ce qui se passe, on a peu d'outils pour effectivement vérifier que ça fonctionne, et au final on laisse toujours faire ça à quelqu'un qui a envie de le faire, c'est-à-dire assez peu de personnes. Malgré tout, ça reste quand même très très intéressant parce que vous êtes très très près de la machine et du système d'exploitation. Et à un moment ou un autre, il ne faut pas trop se laisser intimider par ce type de technologie. Parce que c'est, encore une fois, quelque chose que vous aurez à faire et vaut mieux le comprendre plutôt que d'essayer d'ignorer en disant de toute façon, c'est comme le cancer. Hein. Tant que je n'en parle pas, je ne l'ai pas. Sauf que ce n'est pas un cancer, hein, c'est quand même un petit peu plus sain que... Car je me présente rapidement. J'ai ma propre société. On travaille également en collaboration avec les gens de SciMass, qui sont ceux qui développent OpenLDAP, pour ceux qui connaissent. Moi-même, je suis un des committeurs du projet Apache Directory Server, qui est le serveur LDAP de Apache. Et à ce titre, en fait, on utilise NIO assez fortement. NIO qui a été développé dans le cadre du projet Apache Mina, qui est le framework NIO de Apache. Je suis membre de l'ASF depuis 2007, mais c'est juste pour information. Et j'ai un petit joujou qui est à côté, qui s'appelle Mavibot, en fait, qui est toujours dans le cadre de nos besoins sur Apache Directory Server, qui est en fait un B-tree MVCC qu'on est en train de développer, qui n'est pas encore visible chez Apache puisque c'est fait partie des labs. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà le plan en fait que je vous propose d'étudier aujourd'hui. On va très rapidement voir les différences qu'il y a entre les trois types d'accès réseau qui sont aujourd'hui disponibles, en tout cas en Java, qui sont BIO, NIO et IO, puis voir comment on peut très rapidement développer un serveur. Alors vous attendez pas à ce que ça fasse effectivement du WebSocket ou des choses comme ça, on va essayer de limiter, parce qu'en 6 lignes, il n'y a pas de magie. Hein. C'est un petit peu, je me rappelle quand j'étais gamin, on avait des TI-57 programmables avec 49 pas de programme, et qu'il y avait des gars qui écrivaient sur les journaux informatiques à l'époque, il n'y avait pas d'internet, ou pratiquement pas, comment on fait pour développer un programme d'échecs sur 49 pas de programme. D'accord? Donc vous attendez pas à des miracles, mais c'est juste pour vous montrer que c'est quand même relativement simple. Puis on verra effectivement comment implémenter votre application au-dessus de NIO, ou plus exactement au-dessus du framework Mina qui s'appuie sur NIO. La gestion des sessions, tout ce qui concerne l'encodage, décodage, puis les problématiques de montée en charge et les problématiques de performance. Si vous avez des questions à poser, on fera peut-être une séance à la fin de questions-réponses. S'il y a quelque chose qui va trop vite ou trop loin ou que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'interrompre. Alors je ne vais pas répondre à tout parce qu'on n'a que 50 minutes, enfin plus que 46 maintenant, mais c'est important que ça soit quand même relativement interactif. Alors, premier type effectivement d'accès aux entrées-sorties, c'est ce qu'on appelle le blocking I/O. En fait, c'est la programmation classique que vous connaissez en C, en C++ ou même en Java. C'est grosso modo, vous ouvrez une socket et puis vous faites une demande de data. Vous êtes en mode bloquant, parce que tant que la socket ne vous a pas fourni les informations, vous êtes bloqué sur la socket. Deuxième mode un petit peu plus poussé, NIO, qui a été en fait... Alors je ne sais plus si on dit New I/O, je pense que c'est New I/O. D'aucuns disent que c'est non-blocking I/O. Je pense que la définition, c'est qu'en fait, quand ça a été sorti dans Java 1.4, le principe, c'est de dire on revoit complètement from scratch le mode de fonctionnement des I/O en Java, et on met un mode non bloquant. Donc c'est NIO 1.0. NIO 2.0, c'est l'itération suivante, qui consiste en fait à accumuler NIO 1.0 et avec une gestion asynchrone, qui est légèrement différente de ce qu'on peut faire en NIO, mais finalement pas tant que ça. Je vous montrerai très rapidement les particularités, elles ne sont pas forcément très très importantes.
Sachez que si vous faites du Java aujourd'hui à partir de la 1.6, ou 1.7, je sais plus exactement, la version 7 de Java contient AIO, vous bénéficiez quand même des deux autres modes. Hein. Vous pouvez faire parfaitement du blocking ou du non-blocking ou de l'asynchrone comme vous le voulez avec Java 7. Alors on va commencer par voir effectivement le principe de blocking IO. C'est très simple. De base, c'est bloquant. Vous avez une socket, elle est ouverte, pas de problème. Vous voulez obtenir une information, un paquet de data, vous faites un receive et vous attendez. Tant que les datas ne sont pas arrivées, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que vous avez bloqué un thread pour lire une donnée sur une socket. C'est ça le principe. Une socket, un thread. C'est le mode de fonctionnement typiquement d'un serveur HTTPD. HTTPD ouvre un pool de sockets, un pool de threads, une cinquantaine par défaut, et à chaque fois que vous avez une requête qui arrive, on sélectionne un thread, on exécute la requête et on retourne le résultat. Ça tombe très très bien parce que HTTPD est en mode non connecté, donc finalement, vous n'avez pas besoin effectivement d'assigner un thread pour gérer une session complète. Ça pose un certain nombre de problèmes, on verra plus tard, et c'est la raison pour laquelle NIO est sorti. Typiquement, alors en BIO, vous pouvez faire du TCP ou de l'UDP, il n'y a aucun souci. C'est relativement performant, dans le sens où finalement vous contrôlez l'intégralité de ce que vous faites, et vous n'avez pas une couche supplémentaire pour gérer l'aspect non bloquant. Parce qu'il n'y a pas de secret, pour faire du non bloquant, il faut quand même de la logique derrière, avec des itérateurs qui vont vous récupérer les informations qui arrivent sur les différentes sockets et vous les transmettre. D'accord ? Là, vous êtes en direct. Vous avez votre socket, vous avez votre thread, vous gérez absolument tout ce qui se passe entre les deux. D'accord ? Donc c'est un des critères les plus importants, et je reviendrai là-dessus juste à la fin de la présentation de NIO, enfin des slides précédents, suivants. Vous serez de toute façon plus performant en faisant du blocking IO qu'avec du NIO et du AIO. Ça, c'est très important. Il y a une personne qui a fait une série de présentations très très intéressantes qui s'appelle Paul Tima, dans le cadre d'un papier qui est sorti en 2002 ou 2003 qui s'appelle le C10K Problem, c'est-à-dire comment on fait pour gérer 10 000 connexions simultanées. Aujourd'hui, sur une machine virtuelle, vous pouvez ouvrir jusqu'à 32 000, enfin, vous pouvez créer 32 000 threads sans difficulté majeure. Ça prend un peu de temps, mais vous pouvez les créer. Tant que les threads ne sont pas actifs, ça ne va pas consommer beaucoup de CPU. Le context switch sur une machine Java est relativement performant. Donc il ne faut pas trop se faire peur. À un moment ou à un autre, si vous n'avez pas effectivement 10 000 clients ou 100 000 clients en mode connecté, vous n'avez pas forcément besoin de faire du NIO. Choisissez du BIO, ça marche aussi bien. Alors le seul problème effectivement avec BIO, c'est que une fois que vous avez atteint 32 000 threads, vous êtes bloqué. C'est la limitation de la JVM. Ça consomme de la mémoire, un thread également. Au minimum, vous avez 48 K par thread, donc très très rapidement. Et ça, c'est la condition de positionner correctement les paramètres de la JVM. Par défaut, je crois que c'est 1 méga, mais il faudra que je vérifie. L'un dans l'autre, vous aurez rarement besoin d'avoir des milliers et des dizaines de milliers de threads, de connexions à gérer. Donc, je dirais que ce serait une limite théorique qui est généralement assez peu atteinte dans les systèmes. Donc, avant de choisir du NIO, posez-vous la question, est-ce que ça ne serait pas plus simple de faire du blocking IO? On verra qu'effectivement, dans certains cas de figure, ça peut être beaucoup plus simple. La gestion de la session est extrêmement simple, puisque finalement, vous avez un thread qui est complètement dédié. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur du thread. La seule difficulté, c'est que si vous avez effectivement à remettre en place un mode connecté sur un protocole non connecté, vous allez être obligé de passer des informations complémentaires. C'est typiquement ce qui se passe en HTTP. Vous passez un cookie qui vous permet de reconstituer la session et de simuler un mode connecté sur un protocole non connecté. D'accord? Donc, vous ne posez pas de questions, vous avez votre cookie en HTTP, vous allez chercher dans une HMAP, vous récupérez votre contexte de session et vous faites votre boulot. Mais dans tous les cas de figure, comme vous avez un seul thread, vous n'avez pas de problème de concurrence d'accès. Évidemment, si vous partagez des données sur l'ensemble de votre application, ça c'est un autre problème. Mais ce sera le problème, quel que soit le type de système de sortie que vous utiliserez. Alors comment ça fonctionne? Relativement simplement, vous avez une socket à gauche, là vous avez effectivement le temps qui circule de gauche à droite. Vous êtes en mode read, en attente d'un message. Tant que le client ne vous envoie rien, il ne se passe rien. Puis à un moment donné, vous recevez votre message. Les datas arrivent, le read lit les données, et ensuite vous faites un process. Rien n'interdit d'autres données de rentrer dans votre socket. Mais comme il n'y a rien pour les lire, il ne se passe rien. Les données sont juste conservées dans la socket. Jusqu'à un certain point. Vous avez un buffer
système d'exploitation qui est dimensionnable, qui va contenir les données au moment où elles arrivent, le temps que vous les lisiez. C'est partagé sur l'ensemble des sockets que vous pouvez ouvrir, il n'y a pas de souci. Donc vous processez vos requêtes, et quand vous avez terminé, vous faites un nouveau read. Read qui sera bloquant à nouveau, ou si jamais effectivement il y a des données disponibles, il va exécuter directement le traitement. Je pense que là, on est vraiment sur un mode extrêmement simple. Difficile de faire beaucoup plus simple sur de l'IO. Sur NIO, c'est un petit poil plus compliqué. Alors, non bloquant, qu'est-ce que ça signifie? Grosso modo, c'est que vous n'êtes pas, comme on l'a vu sur le slide précédent, vous faites un read et vous attendez que le read soit terminé. En fait, quand vous avez des données qui vont arriver sur la socket va vous réveiller. Plus exactement, elle va sélectionner un thread dans un pool de threads et lui dire, voilà, j'ai quelque chose pour toi. Et à ce moment-là, le thread va s'exécuter. Votre application, grosso modo, elle va être déclenchée au moment où une information arrive. On peut parfaitement imaginer que quelque chose d'autre se passe, que votre application continue en parallèle à tourner, ça pose aucun problème. Mais c'est pratique puisque vous n'avez pas à consommer autant de threads que vous avez effectivement de connexions. Donc vous pouvez potentiellement avoir un nombre de sessions illimité, puisque finalement, vous n'avez pas à utiliser un nombre de threads illimité. Vous n'avez pas besoin de dire je prends une socket égale un thread. Vous pouvez avoir, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait fait des tests jusqu'à 1 500 000 connexions. En NIO, ça tient sans aucune difficulté. Et vous pouvez gérer 1 500 000 connexions avec 3 threads. Hein. Techniquement, ça ne pose pas de problème à condition que les 1 500 000 connexions ne fassent pas grand-chose. Alors si évidemment vous avez quelqu'un qui lance un DDoS et que vous avez un message par seconde sur chaque connexion, vous allez avoir un souci parce que vous êtes obligé de traiter 1 500 000 messages par seconde. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de machines qui sont capables d'absorber cette charge. Donc considérez généralement que vous pouvez avoir un nombre de sessions illimité dans la mesure où vous êtes en mode connecté sur votre application, mais que vous n'aurez pas un nombre de requêtes par seconde illimité. Ça, c'est tout à fait différent. La limite, elle est là. Si vous êtes en blocking IO, c'est le même problème. Hein. Si vous avez 10 000 connexions simultanées, qu'il y a 10 000 messages qui sont envoyés par seconde, vous allez de toute façon avoir un problème de charge. Donc, passer pour du blocking IO, passer par du NIO, soi-disant pour régler un problème de charge, c'est du fantasme. C'est vraiment du fantasme. La seule différence, c'est sur le nombre de sessions que vous allez pouvoir gérer en parallèle. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, quand vous voulez effectivement développer votre application, c'est est-ce que je suis en mode connecté ou est-ce que je suis en mode non connecté? Si je suis en mode non connecté, il serait préférable d'utiliser du blocking IO. Si vous êtes en mode connecté et que vous avez beaucoup de sessions à utiliser, là vous pouvez réfléchir à utiliser du NIO. Sur NIO 1.0, vous pouvez faire du TCP ou l'UDP. L'UDP, ils n'ont pas implémenté le multicast en 1.0, ça a été rajouté en 2.0. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ils n'ont pas implémenté le multicast. Le multicast, c'est en UDP, c'est la capacité que vous avez d'envoyer un message à un nombre indéterminé de hosts sur un sous-réseau. C'est extrêmement pratique si vous voulez envoyer des messages à une quantité de destinataires variée. UDP est quand même un protocole assez peu utilisé en général. Enfin, en tout cas, sur des applications, il est assez rare d'utiliser UDP, sauf si vous avez vraiment des problèmes de performance importants. Le principe est que vous travaillez sur une logique événementielle, à savoir que quand un message arrive, des données arrivent sur la socket, c'est la socket qui vous réveille. Donc ça génère un événement qui va permettre effectivement d'exécuter un traitement. C'est très clairement moins performant. Là, encore une fois, il faut sauter de la tête le mythe que NIO est plus performant que blocking IO. Ce n'est pas vrai. Vous avez un delta de performance d'environ 20 à 30%. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Encore une fois, je vous renvoie sur les slides de Paul Tima qui a fait une analyse extrêmement précise. 30% de différence entre du blocking IO et du NIO. Sauf que si vous avez 100 000 connexions, de toute façon, blocking IO, vous êtes déjà bloqué avant. Donc, la question, elle ne se pose pas. Au final, si on y réfléchit, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire souvent du NIO? La réponse est clairement non. NIO, c'est quand vous avez un mode connecté avec un nombre de sessions très important. C'est aussi beaucoup plus complexe. Si vous avez à vous taper l'API Java NIO, j'ai autant vous garantir que c'est une pure galère. Parce que vous êtes
dans une logique événementielle, ce qui est un paradigme tout à fait différent que d'être en mode bloquant. En mode bloquant, vous envoyez votre requête, le client envoie les datas, encore une fois, vous les lisez, tant que vous n'avez pas l'information qui est arrivée, vous ne faites rien. Là, vous avez un mécanisme dans lequel vous devez partager des threads entre 10, 100, 50, 2000, 5000 sessions, et vous avez une bascule en permanence, pour des raisons qui sont aussi liées à la façon dont fonctionne TCP, et on verra effectivement un petit peu plus tard quelles sont les différences. Donc c'est clairement plus complexe. Et c'est plus complexe pour le read, c'est également plus complexe pour le write. Alors comment fonctionne un I/O? C'est là qu'on va commencer à voir par rapport au schéma précédent que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai fait un schéma dans lequel vous avez 5 sockets et ici ce qu'on appelle un selector, qui est en fait basiquement au niveau du système d'exploitation un champ de bits qui sont positionnés en fonction de ce que l'on veut faire dessus. Est-ce qu'on veut faire un read ou est-ce qu'on veut faire du write? Et quand une socket est disponible, eh bien en fait elle va changer l'état d'un de ces bits-là. Ça c'est sur le système d'exploitation. Au niveau de votre programme, vous avez en fait une méthode qui s'appelle select. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que je ne suis pas sur le bon slide. Bon, peu importe. Voilà. Vous avez en fait une méthode qui s'appelle select, qui va en permanence être en mode bloquant sur la consultation de ce champ de bits. Là, j'ai 5 éléments qui sont ready pour être lus, mais sauf qu'il n'y a rien dessus, et je bloque dessus. Tant qu'il n'y a pas de données à lire, il ne se passe rien. Votre select est en mode bloquant. Le select est exécuté dans un thread unique et à côté. Quand le thread, là vous avez 2 sockets qui envoient des données, elles activent 2 bits, et là on va sélectionner 2 threads pour pouvoir exécuter les lectures sur ces 2 champs-là. J'ai simulé ici un pool de 3 threads pour exécuter l'ensemble des requêtes. Donc, principe, mes datas arrivent. Oh, zut, pardon. Mes datas arrivent sur mes 2 sockets. Mon select est en train de s'exécuter. Je sélectionne 2 threads pour pouvoir exécuter les traitements associés. Et j'effectue mon processing. Pendant que j'effectue mon processing sur mon application, j'ai 2 autres sockets qui m'envoient des informations. Une qui me dit, bah voilà, j'ai des informations pour toi, et l'autre qui était pleine et qui d'un seul coup se dit, bah maintenant je suis prête à accepter d'autres éléments en écriture. Les sockets, on peut lire dedans ou on peut écrire dedans. Okay? Ce sont 2 événements différents. Deuxième boucle, on repasse dans le select une fois qu'on a terminé les traitements. On s'aperçoit que la première socket était prête en lecture, on lui associe un thread. La deuxième socket était prête en écriture, on va lui associer un thread, mais le thread est déjà utilisé, donc on va être en attente. On a un pool de threads, hein, on est limité en nombre de traitements possibles. Donc on va s'apercevoir très très rapidement qu'ici on va être obligé de mettre en place un système de pooling qui va permettre, enfin de file d'attente qui va permettre de récupérer les threads quand eux seront disponibles. Votre application effectue son traitement. Quand l'application a fini son traitement, elle rend la main et le thread devient disponible. D'accord? Je pense que vous réalisez que c'est quand même beaucoup plus complexe, effectivement, que le mode précédent. Très rapidement, je vais parler du mode asynchrone qui a été rajouté en NIO 2.0. Je ne vais pas en faire des tonnes parce que c'est, à mon avis, un des modes qui, aujourd'hui, n'est pas très stabilisé. Le principe de base, c'est ce qu'on appelle le Hollywood Principle. Grosso modo, c'est ne m'appelez pas, je vous appellerai quand je suis prêt. Par rapport au mode précédent, où on doit effectivement faire le select manuellement, là, en fait, en IIO, c'est tout à fait différent. C'est que le système d'exploitation va gérer la partie sélection et va soit appeler une callback, donc en fait, vous lui fournissez une callback, soit sur le monde Microsoft, va effectuer ce qui s'appelle une complétion. Mais une complétion, grosso modo, c'est qu'une callback. Donc la grosse différence, c'est que là, quand vous voulez effectivement exécuter une action sur une socket, quand une donnée arrive, vous lui donnez, au système, vous lui donnez juste une callback. Appelle-moi, et appelle-moi cette fonction quand tu es prêt. C'est quand même, d'un point de vue programmation, plus simple que de mettre en place tout un mécanisme qu'on a vu juste précédemment. Sauf que les choix qui ont été faits en termes d'implémentation font que c'est un petit peu bancal aujourd'hui. Donc ça, c'est les callbacks complétion. C'est extrêmement gourmand en mémoire. Pour une raison très simple.
Comme on ne sait pas combien de data on va pouvoir lire, qu'on va faire un read, et qu'on doit enregistrer chaque callback pour chaque session, on va affecter un buffer à chaque session. Et ce buffer va être transmis au système d'exploitation. Donc si vous avez 1 million de connexions et que vous voulez attribuer un buffer de 20 kilooctets, vous avez 20 gigas de mémoire qui est bouffé. C'est un petit peu dommage. En NIO, c'est un petit peu différent parce que vous avez un nombre de threads et finalement la lecture elle est effectuée quand le thread est sélectionné. Si vous avez 3 threads, votre thread peut contenir dans un thread local par exemple un buffer de 65 kilooctets. Comme vous n'en avez que 3, il n'y a pas réellement de problème. En fait, il y a d'autres problèmes derrière, mais grosso modo, l'aspect gourmand de I/O n'existe pas en NIO. C'est théoriquement plus performant que NIO dans la mesure où vous ne passez pas par une couche Java pour pouvoir gérer les entrées-sorties. C'est encore une fois le système d'exploitation qui le fait. Aujourd'hui, I/O sur Linux, ça fonctionne à peu près. Sur Microsoft, sur Windows, ça marche plutôt pas mal. Sur Mac, il s'appuie sur une couche POSIX, je crois, j'ai jamais testé. Vous pouvez avoir des performances. Techniquement, c'est quand même plus performant. Nous, les tests qu'on a fait, la performance est relativement équivalente. Il y a 2 ou 3% près, c'est pas significatif. Je pense que s'il y a une version plus évoluée de I/O dans les 3-4 années, c'est probablement un mode de fonctionnement plus intelligent que NIO. Aujourd'hui, j'ai vu des implémentations de I/O qui s'appuient en fait sur de NIO et qui masquent la couche qui normalement est prise en compte par le système parce que le système d'exploitation ne le supporte pas, donc c'est fait en Java. Et donc au final, on en revient exactement à faire du NIO, sauf que ça s'appelle I/O et l'API a changé. Alors, on va écrire un petit serveur très très rapide, qui est en fait un serveur très simple. Grosso modo, ça va vous retourner sur votre écran tout ce que vous allez taper. Et on va le faire en 6 lignes, c'est une sorte de gageure. On va le faire en TCP et en UDP pour vous présenter avec le framework. Là, j'ai utilisé le framework Mina pour pouvoir faire ce genre de choses. Et je vais vous montrer ce que ça peut présenter en termes d'implémentation, de le faire en TCP ou en UDP. Vous savez tous la différence qu'il y a entre TCP et UDP ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la différence? Pas besoin d'expliquer? Bon. Hop. Voilà comment, en fait, on va pouvoir écrire un serveur. Grosso modo, on va écrire instancier ce qu'on appelle un accepteur. L'accepteur, en fait, c'est le process qui fait le select et qui sélectionne le thread à exécuter, qui va exécuter votre traitement applicatif. Ici, j'ai fait au plus court, j'ai décrit mon traitement, mon application, sous la forme finalement d'une classe anonyme et qui va retourner mon message. Donc, à mon acceptor, je lui ai associé un handler qui sera le point d'exécution de mon programme. Et je lui ai dit, quand tu as un message qui est reçu, tu retournes le buffer qui a été reçu. Donc je récupère le message et je le retourne et je l'écris dans ma session. La gestion de la session est automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle connexion, la session va être créée, je n'ai pas besoin de m'en occuper. L'écriture est gérée automatiquement, la lecture est gérée automatiquement. On ne peut pas faire plus simple. Et au final, je me bind et mon serveur est disponible. Et ça fonctionne. Je fais un telnet, je me connecte sur le port que j'ai décrit, là c'est 80-80. J'envoie Toto, je récupère Toto. Ça fonctionne, j'ai testé. Je ne vous fais pas la démo parce que sinon je vais avoir l'effet démo. Mais je peux vous garantir que ça fonctionne et que vous avez un serveur qui est écrit en 6 lignes. Ça serait un petit peu plus compliqué si on voulait le faire effectivement à la main. Et l'objectif d'un framework finalement I/O, c'est de permettre de faire ce genre de choses sans que vous ayez à vous préoccuper de toute la plomberie interne. Je pense que ça ne vous effraie pas. Faire la plomberie interne, ça peut vous effrayer. L'idée qu'on a, c'est de pouvoir faire à peu près la même chose en blocking I/O, I/O, en s'abstrayant complètement de la couche interne, qui n'a finalement qu'assez peu d'intérêt. Donc ça, c'est en TCP. Si je veux faire la même chose en UDP, voilà ce que je change. Le reste est la même chose, c'est la même chose. Sauf que là, j'ai un datagram acceptor qui va traiter de l'UDP au lieu de traiter du TCP. Ça fonctionne aussi, pareil. Pour le tester, c'est un peu plus pénible parce qu'il faut faire du netcat. Mais grosso modo, on en revient toujours au même principe. Déclaration de l'acceptor, déclaration du handler, traitement du message received et bind. Le bind en UDP a une sémantique légèrement différente du bind en TCP. Il a juste pour objectif de signaler qu'on va
recevoir et accepter que les requêtes à destination de ce port-là. Ça n'a rien à voir avec un bind en TCP qui, lui, établit la connexion entre les deux éléments. Bon, ça c'est relativement sommaire, hein, évidemment. On peut imaginer vouloir faire quelque chose un petit peu plus intelligent. En Mina, on a rajouté la possibilité d'intégrer en fait ce qui s'appelle des filtres qui vous permettent de faire des opérations entre le moment où la donnée arrive et le moment où votre application la traite. Typiquement, si je veux rajouter un logger, je rajoute en fait un filtre logger. Toutes les informations, toutes les données qui vont arriver, qui vont être écrites, vont être stockées ou tracées à l'écran ou dans un fichier en fonction des paramétrages que vous voulez effectuer. Gros intérêt, c'est que vous avez juste à l'ajouter dans la chaîne de filtres. Les filtres, c'est à peu près l'équivalent des valves en Tomcat, pour ceux qui connaissent. Votre chaîne d'exécution, elle commence au moment où les données arrivent, et elle se termine au moment où votre application prend la main. Entre les deux, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire. Et typiquement, on peut vouloir décoder les données qui arrivent. Parce qu'au final, ce que vous recevez, ce sont des byte arrays, ou des byte buffers en l'occurrence dans le cas de NIO, et ça ne vous donne pas beaucoup d'informations sur le type de message que vous recevez. Or, lorsque vous développez une application, généralement, vous avez un protocole et vous avez un encodage particulier des données. Typiquement, vous verrez un petit peu plus tard, vous allez recevoir du HTTP, pas du HTML plus exactement. Et là, il peut être intéressant de se dire que, avant d'aller appeler mon application, je ne veux l'appeler que quand les messages seront traitables par l'application. Typiquement, si je reçois du XML, je vais avoir mon XML avec mon tag ouvrant et mon tag fermant et tout ce qu'il y a au milieu. Mais je veux que mon application ne soit invoquée que quand j'ai l'intégralité de mon message. Ça, c'est le rôle, effectivement, du codec que vous pouvez rajouter dans votre chaîne de filtres. Codec qui va faire de décodage ou de l'encodage. Vous pouvez avoir des codecs qui sont à plusieurs niveaux. Vous pouvez décoder du byte array en TLV, ensuite du TLV dans un message plus haut niveau. Ça ne pose pas de difficulté. Là encore, on s'aperçoit que finalement, on n'a rajouté qu'une seule ligne dans notre serveur pour que ça fonctionne. Voilà. Votre application, qui est une application tout à fait standard, en fait, hein, c'est un serveur web, c'est peu importe ce que c'est, à la limite, ça ne me concerne pas. Mais ce qui est important, c'est qu'elle doit implémenter, pour pouvoir bénéficier de tout le framework NIO, de tous les événements qui peuvent survenir sur vos entrées-sorties. Premier événement, message received. Ça veut dire que quelque chose est arrivé sur votre socket. Là, le système est sympa, le framework est sympa, il vous dit, ben voilà, quand j'ai reçu quelque chose, que c'est passé à travers mon logger filter, c'est passé à travers mon codec, j'ai un message qui est prêt, et le message est ici. Je vous envoie un message, un événement, message received. Donc vous avez juste à implémenter l'interface IO Handler au niveau de votre application pour pouvoir connecter votre serveur. Message sent, c'est si jamais vous faites une écriture, alors j'ai oublié, mais ce n'est pas un événement. Il y a dans l'API la possibilité d'écrire, mais c'est au niveau de la session, on l'a vu juste précédemment ici. Quand vous écrivez votre message, il va être envoyé dans la socket, et ensuite, quand il aura été complètement envoyé, vous allez recevoir un message sent. Ce qui est extrêmement pratique parce que vous pouvez effectivement contrôler le rythme d'envoi des messages. Je vous présenterai juste après l'intérêt de ce type d'information. En TCP ou en UDP, on travaille avec une mode session, et cette session, elle va être créée lorsque l'on se bind en TCP, ou lorsque l'on envoie ou l'on reçoit le premier message en UDP. Alors en UDP, on peut se poser la question de savoir si ça a un sens d'avoir une session, mais pour nous, c'est pratique dans certains cas de figure d'avoir une session, donc on la crée. Alors, en UDP, encore une fois, elle n'a qu'un rôle d'encapsulation et qui vous permettra effectivement de faire un write, puisqu'elle va récupérer l'adresse du client qui a envoyé le message que vous avez reçu. Et surtout, le gros intérêt d'avoir une session, que ce soit en UDP ou en TCP, c'est d'avoir une API qui ne change pas en fonction du type de transport que vous allez utiliser. Et ça, c'est extrêmement sympathique. Cette session va être l'objet de 3 types d'événements importants. Premier événement, c'est que la session a été créée. Ça vous permet effectivement d'initialiser votre application. Deuxième événement, c'est la session a été fermée. Ça vous permet de faire du nettoyage.
Troisième événement, c'est session OpenHot. C'est dans un cas particulier en TCP, parce que le bind va créer la connexion, mais vous pouvez très bien ne rien avoir ouvert entre les deux. Mais vous pouvez vouloir faire un certain nombre d'opérations entre les deux. Bon, je pense que cet événement risque de disparaître dans la future version de Mina, parce qu'on pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir ce type d'information. Un autre événement extrêmement intéressant, c'est qu'en TCP, par exemple, vous n'avez aucune idée, et ça c'est une question qu'on voit relativement fréquemment, si le client se déconnecte brutalement, il arrache son câble réseau, il éteint sa machine, il a une coupure de courant, le serveur ne le détectera pas. Le protocole TCP ne sait pas détecter un client qui se déconnecte brutalement. C'est impossible. Donc pour le serveur, la session elle reste connectée ad vitam aeternam. Alors il y a deux possibilités pour pouvoir détecter qu'une session est qu'un client est déconnecté quand il s'est déconnecté brutalement. S'il se déconnecte proprement, en TCP, vous allez recevoir une information comme quoi la socket est fermée. Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement faire le nettoyage puisque vous aurez une session close, qui sera un événement session close qui sera généré. Mais si le client arrache son câble, si vous ne gérez pas ce qu'on appelle l'idleness, vous êtes mort. Vous allez garder une session avec toute la mémoire associée pendant des heures et des heures. Donc j'avais dit qu'il y avait deux possibilités de gérer ça. La première possibilité, c'est de mettre en place du keep alive. Le keep alive, c'est extrêmement simple. Hein. C'est un mécanisme qui envoie toutes les n secondes, généralement c'est 2 heures par défaut sur un système, il envoie un petit événement à la socket distant qui renvoie un résultat qui dit ok, c'est bon. Si jamais on ne reçoit rien, on considère que la socket est fermée. Alors c'est très bien le keep alive, sauf que sur les téléphones mobiles, c'est simplement pas viable. Parce que si vous imaginez 60 millions de téléphones mobiles, ou 20 millions pour un opérateur, et qu'il y a un keep alive avec un événement qui est envoyé toutes les 2 heures, ça fait sauter tous les réseaux GSM du marché. Donc, par défaut, sur les téléphones mobiles, vous n'avez pas de keep alive possible. Donc, c'est très important. Donc, l'alternative, c'est que finalement, vous gériez vous-même l'idling sur votre session. Et grosso modo, ça signifie que vous allez tester l'activité sur votre socket régulièrement. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un thread qui va vérifier toutes les secondes, toutes les 60 secondes, si la session a été activée ou pas. Et si elle n'a pas été activée au bout d'un certain temps qui est déterminable, eh bien, on dégage la session. Dernier point, si jamais vous avez une exception à un moment ou à un autre, vous allez recevoir un événement d'exception. Et à ce moment-là, vous pourrez trapper sur la session du nettoyage, encore une fois, éventuellement fermer la session, etc. etc. Hop, coucou. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous représente l'intégralité des messages, parce que c'est relativement fastidieux. Ils seront dans les slides. Très rapidement, le message receive, en fait, c'est, comme je l'avais dit, déclenché sur la réception du message. Et il vous est possible de rajouter ce qu'on appelle un exécuteur, c'est-à-dire en fait un pool de threads au niveau du filter. Parfois, vous avez un nombre de threads qui est limité, et vous pouvez vouloir gérer un nombre de threads plus important. Bon, mais je ne pense pas que ça soit vraiment fondamental dans le cadre de la compréhension de NIO. Un point extrêmement important, par contre, c'est sur le message shunt. En fait, quand vous écrivez un événement ou un message sur votre session, ce n'est pas parce que vous l'avez écrit qu'il a été envoyé. Si la socket est pleine parce que le client ne lit pas assez vite les informations, le message va être stocké jusqu'à ce que la socket soit suffisamment libre pour pouvoir renvoyer d'autres informations. Donc, à un moment ou à un autre, il est intéressant de savoir quand le message a réellement été envoyé. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une saturation de votre mémoire, si vous conservez tous les messages. Typiquement, en base de données, vous avez 10 000 résultats envoyés. Vous pouvez considérer que vous les envoyez tous les uns dans les autres, puis la socket elle va absorber. Sauf que la socket, elle va absorber 65 kilooctets, puis après elle va se bloquer. Vous envoyez, c'est stocké en mémoire. Vous avez une queue de messages qui va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et à un moment donné, vous avez un out of memory parce que vous n'avez plus de mémoire pour gérer vos messages. Donc, ce message-là, il est important de savoir qu'il est reçu que quand le message a été envoyé. C'est-à-dire que la socket est disponible pour pouvoir écrire à nouveau quelque chose à l'intérieur. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc, on a parlé de notion de session. En blocking I/O, on a une socket, un thread, et grosso modo, on va considérer que ça correspond à une session. Sauf que la notion de session, en fait, elle est gérée par le thread. En NIO, on va avoir une notion de session qui va être associée à la connexion logique.
puisqu'on n'a pas autant de threads que l'on a de connexions. Ici, on va simplement faire un mapping. Et la session, ça va être juste un objet en mémoire qui va être stocké dans une HMAP. Quand vous avez une socket qui est disponible, on va savoir à quelle session elle était associée, il y a un marqueur qui dit, voilà, moi je suis associé à telle session. On récupère les informations de session dans le HMAP et on la fournit au thread qui va exécuter l'application. D'accord ? Donc on a vraiment une relation entre les connexions et les sessions. Chaque session a un état. On est en mode connecté, on a envie de savoir où on en est. Et donc cet état, finalement, est stocké en mémoire, peut contenir un certain nombre d'informations complémentaires qui sont liées à l'application. Si vous avez envie de stocker le fait que vous êtes déjà passé par telle étape dans votre traitement, eh bien vous allez pouvoir le stocker dans la session. Attention que votre session n'est pas infinie. Vous avez 1 million de sessions. Si vous stockez 100 kilooctets par session, vous avez le même problème que sur I/O où vous avez effectivement le buffer qui est stocké en mémoire. La session permet de gérer l'inactivité à travers le message idle. Ça, c'est très important. Dans beaucoup de cas, vous en aurez besoin. Et en TCP, elle est exécutée par ce que nous, on appelle un I/O processeur. L'I/O processeur, c'est juste ce qui est associé en fait au thread d'exécution. C'est juste, le nom est important, mais le reste, vous le verrez de toute manière pas si vous utilisez Mina. Pour vous, c'est une notion tout à fait abstraite. En UDP, la session généralement est stateless, c'est-à-dire que vous ne stockez pas d'état entre deux requêtes. C'est un peu le principe d'UDP. UDP, c'est j'envoie un message et je me fous de savoir ce qui se passe derrière, sauf si vous voulez mapper un protocole par-dessus. Il est parfaitement imaginable de dire que vous pouvez faire de l'UDP avec de la requête-réponse, mais c'est à vous de vous débrouiller au niveau de votre implémentation de protocole, de gérer la notion de connexion au niveau d'UDP. Vous avez des statistiques qui sont gérées au niveau de la session. Bon, vous pouvez savoir combien de messages ont été envoyés par seconde, combien de messages ont été envoyés depuis que la session a été ouverte, combien de temps il a fallu pour envoyer les messages, etc., etc. Donc ça, c'est relativement intéressant. Voyons comment se passe la lecture maintenant. Là, on va rentrer un petit peu dans le gras du sujet. On ne va pas y rester trop longtemps non plus, il ne nous reste plus que 15 minutes, ça va vite. Donc on lit tout ce que contient la socket quand on reçoit un événement dessus. Hein, on n'oublie pas qu'en fait, on a été réveillé, le select qui attendait sur l'ensemble des sockets et réveillé quand une socket est disponible. On lit tout ce qu'on a dedans à condition effectivement que le buffer puisse le contenir. Donc on lui passe un buffer et on récupère un buffer avec toutes les données qu'il a pu récupérer. On génère un événement message receive. Et là, un point très très important en TCP, c'est qu'en TCP, vous pouvez recevoir des fragments de messages. TCP vous garantit une seule chose, c'est que les fragments vont être ordonnés. S'il coupe votre message en 3 morceaux, le morceau 1 va arriver avant le morceau 2, et le morceau 2 va arriver avant le morceau 3. Néanmoins, votre message qui fait 150 octets peut être reçu sous la forme de 2 octets, 48 octets et 100 octets. Ça, c'est très important. Donc, vous avez intérêt à le gérer au niveau de votre application. En UDP, c'est légèrement différent, puisque le message est soit envoyé, soit pas envoyé. Et s'il est envoyé, vous allez le recevoir intégralement, ou pas le recevoir du tout. Mais UDP ne vous dira pas qu'il a pas réussi à envoyer le message. En fait, si le message n'a pas été envoyé pour une raison X, Y ou Z, ou si vous n'avez pas lu le message à temps, le message va simplement être détruit. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit qu'UDP est un protocole non reliable, alors que TCP l'est. TCP va se débrouiller pour réenvoyer les messages dont il sait qu'ils n'ont pas été reçus ou relus. Okay ? Et les performances sont à ce moment-là effectivement moins bonnes en TCP qu'en UDP. L'écriture, c'est un poil plus compliqué. Vous ne pouvez écrire dans une socket que si elle est disponible pour être écrite. Grosso modo, si elle n'est pas pleine. Grosso modo, si le client n'est pas en train de lire ou n'a pas encore lu toutes les données qui sont à l'intérieur. Le cas de figure pénible, c'est si jamais votre socket est pleine, parce que vous ne pouvez pas écrire dedans. Donc vous êtes obligé d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait ? On va écrire ce qu'on peut dans la socket, puisque la socket, elle peut vous dire, moi je peux prendre... En fait, elle ne va pas rien vous dire. Vous allez essayer d'écrire 65 kilooctets, et vous allez en écrire que 1000. Elle va vous dire, moi j'en ai écrit que 1000. Il vous en reste 64 sur les bras. C'est pas grave, on envoie déjà le premier paquet, et on bascule en fait un flag qui permet de dire à la socket, bon écoute, je t'ai écrit un morceau, maintenant dès que tu es prêt à écrire quelque chose d'autre, tu me préviens. Et pour ça, on bascule un flag qui s'appelle OP-Write, et qui va permettre à la socket d'informer quand elle est prête. Tout le reste du message est dans une file d'attente. Si vous avez d'autres messages qui sont écrits, ils sont également stockés dans la file d'attente. Grosso modo, quand on a un message qu'on va envoyer, la première chose qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a une file d'attente. S'il y a une file d'attente, ça veut dire que la socket n'est pas prête pour écrire. Donc, on accumule les messages. Et c'est là où, comme je le disais, si on a une base de données avec 100 mégas à envoyer, bah, vous allez avoir 100 mégas qui vont s'accumuler en mémoire. Danger.
En UDP, c'est à peu près le même principe, sauf que, grosso modo, la socket, vous allez pouvoir tout écrire ou rien écrire. Vous n'écrirez pas un morceau de message dans une socket si c'est pour faire de l'UDP. Ça, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire, un petit détail, hein, en UDP, les messages peuvent être fragmentés, mais c'est géré au niveau du système, et le système redéfragmente quand l'UDP, le message est arrivé de l'autre côté. Sauf que, quand il est défragmenté, il est complet ou il n'est pas complet. Ça, c'est une erreur qu'on fait classiquement. On dit, ouais, TCP, ça peut être fragmenté, UDP, ça ne peut pas être fragmenté. C'est pas vrai. Quand vous avez une socket et quand vous avez une configuration de socket qui fait que vous ayez un buffer de 65 kilooctets, un petit peu moins de 65 kilooctets pour UDP, en fait, quand ça circule sur le réseau, vous avez des MTU qui sont en fait des tailles de paquets qui sont de 1500 octets, ou un petit peu moins. Donc le paquet, il sera fragmenté de toute façon au niveau UDP. Sachez-le. Sauf que de l'autre côté, vous arrivera complet. Et en TCP, il peut être fragmenté et arriver fragmenté. Voilà en fait le schéma de l'écriture telle qu'elle est exécutée. Donc on a notre application, et là vous faites une écriture. L'IO processeur, ce qui va gérer en fait l'interface avec ce qui envoie physiquement les données dans votre socket. Ici, on a considéré que la socket était vide, donc on écrit le buffer, et là, on a juste une information comme quoi la socket est full. En fait, ce n'est pas une information, c'est juste on a détecté que ce qu'on avait écrit était plus petit que ce qu'on avait à écrire. Et à ce moment-là, on va modifier le sélecteur en disant bah, je suis en mode OP-write, c'est-à-dire préviens-moi quand tu es prêt pour la suite. Et c'est tout. On ne peut rien faire d'autre, on attend. Il y a une phase d'attente ici, qui peut être de plusieurs centaines de millisecondes, c'est pas très très grave. Dès que la socket est prête pour être écrite, elle me réveille. J'envoie la suite. Si c'est bon, j'ai terminé. Je reset mon flag, parce que si je laisse ma socket, mon sélecteur en mode OP-write, dès que j'ai tout écrit et que la socket est assez vite pour pouvoir écrire autre chose, elle va me réveiller. Là, je suis prêt à écrire. Non, mais j'ai rien à écrire. Mais c'est pas grave, moi, je suis prêt à écrire. Et ainsi de suite. Donc, impératif de basculer le flag qui était à OP-write en mode normal pour éviter d'être réveillé systématiquement quand votre socket est vide. Alors, tout ça, je vous l'explique. Normalement, quand vous utilisez un framework comme Mina ou Netty, etc., c'est tout à fait transparent. Si vous le faites à la main, ça, c'est à vous de le gérer. Et très rapidement, vous apercevrez que c'est quand même une pure galère. Au final, le message a été intégralement envoyé. Il a été envoyé en 2 morceaux. Donc, j'ai un message chaîne qui est envoyé à la fin de l'écriture des 2 morceaux, et non pas ici. OK? Oups. Le message, l'écriture, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer en NIO. La gestion de l'inactivité est assez intéressante. Vous pouvez avoir 2 types d'inactivité. Vous considérez que la socket, en fait, elle est inactive en lecture, c'est-à-dire que personne n'en voit rien pendant un certain temps. Elle peut être inactive en écriture, personne n'a rien écrit pendant un certain temps, ou vous pouvez traiter les 2 cas. Nous, on a fait un distinguo, puisque finalement, c'est du traitement applicatif. On va juste vérifier sur une session depuis combien de temps on n'a pas lu ou depuis combien de temps on n'a pas écrit. On s'est autorisé la finesse de laisser le choix à celui qui écrit son application de gérer les inactivités soit en lecture, soit en écriture. Donc nous, on a un thread dédié. Ou alors, autre solution, si on ne veut pas avoir un thread dédié, c'est que quand on fait un select, on a vu que le select était bloquant, mais on peut lui dire que toutes les n secondes, tu me réveilles. Sur Mina 2, par exemple, toutes les secondes, le thread s'arrête, enfin le select s'arrête, et là on peut traiter l'inactivité des sessions. Sur Mina 3, on va avoir un thread dédié, ce sera beaucoup plus simple, parce que les traitements qui sont effectués quand on sort du select sont relativement coûteux. Voilà, maintenant on arrive à une vision un peu plus globale de ce que c'est que le framework Mina. C'est à peu près la même chose sur le framework Netty, donc je ne vais pas inventer quoi que ce soit. Tout à fait en haut, vous avez un client qui envoie un message. Le message est pris en compte par ce qu'on appelle le I/O service, c'est-à-dire en fait votre serveur TCP ou votre serveur UDP, c'est lui qui reçoit les événements du système d'exploitation. On lui associe une session, enfin chaque message qui est arrivé est associé à une session, puis on passe à travers notre chaîne de filtres, vous pouvez en avoir plusieurs, un codec, un logger, un exécuteur, et vous arrivez sur votre application. Et à contrario, quand vous écrivez, vous remontez la chaîne. Tout ça, c'est ce que le framework vous propose et vous abstrait au niveau NIO, ce qui vous évite d'avoir prendre la tête sur la façon dont ça fonctionne. Donc l'encodage et le décodage, on en avait parlé rapidement tout à l'heure. Il y a un certain nombre de points fondamentaux à prendre en compte, et ça c'est au niveau de votre codec que vous devez le traiter. On avait parlé de fragmentation de messages TCP. Supposez que vous avez
morceau de code en XML, par exemple, s'il arrive en fragmenté, vous allez recevoir un tag, vous allez recevoir un début de message, terminé. Vous n'avez pas le tag fermant. Si vous ne traitez pas ce cas-là, considérez que votre message est complet, que vous passez à votre application, c'est à votre application de gérer le fait que le message n'est pas complet. Et donc d'attendre une autre lecture. Là, vous avez la possibilité, avec votre codec, de gentiment gérer la fragmentation avant d'arriver à votre application et d'éviter effectivement de remonter toute la chaîne. C'est assez pratique. Alors c'est intéressant en fait sur des types de messages qui sont un peu plus simples que XML. L'encodage, il faudra que ça soit de préférence stateless, puisque vous allez partager un encodeur ou un décodeur, plutôt là en l'occurrence c'est les décodeurs, avec toutes vos sessions. Donc si votre décodeur va stocker un état, comme il est partagé sur plein de threads, vous risquez d'avoir un problème. Faites un décodeur stateless. Ça, c'est un point fondamental. Si votre décodeur doit avoir un état, stockez-le dans votre contexte de session, et à chaque fois que vous devez décoder, vous récupérez votre contexte de session, vous faites votre traitement, mais vous ne perturbez pas les décodages des autres sessions. Vous pouvez avoir plusieurs décodages de plusieurs messages en parallèle. Vous avez plusieurs threads. De même qu'en TCP, vous pouvez avoir des morceaux de messages, vous pouvez très bien recevoir un buffer contenant plusieurs messages. Et là, c'est la même chose. Vous allez décoder un premier message, mais il vous reste encore des bytes que vous avez reçus. Il ne faut pas oublier d'itérer. Le framework le fait pour vous. Donc vous allez recevoir plusieurs fois message received, autant de fois l'événement message received que vous avez de messages qui ont été décodés. Et on a la chance de pouvoir effectivement vous proposer un nombre de codecs existants, pas pour des protocoles compliqués, mais pour des types de messages. Des messages de taille fixe, par exemple. Si vous savez que vos messages font 80 octets, vous pouvez très bien dire à votre décodeur, t'attends 80 octets. Si tu as pas reçu 80 octets, c'est que tu n'as pas un message complet. Donc on accumule les messages qui ont été reçus. On a reçu 40 octets. On les accumule dans la session et on attend. La prochaine lecture, on reçoit à nouveau 40 octets. On complémente les 40 premiers octets et à ce moment-là, on fait un message received. Ça, c'est géré par le framework. Ça peut être des tailles délimitées. Vous avez par exemple un retour chariot. Vous savez que votre message est de taille variable, mais tant que vous n'avez pas de retour chariot, votre message n'est pas complet. Ou alors des types longueur-valeur. Les 4 premiers bytes, c'est la longueur de votre message. Ça peut être du type longueur-valeur. Ça peut être une série de possibilités. Ces codecs-là sont déjà prédéfinis dans le framework. Pour du XML, c'est bien plus compliqué, puisqu'en fait, le problème, c'est que les décodeurs, ou plutôt les parseurs XML, ne sont pas généralement capables de reprendre en cas d'une coupure du message en plein milieu d'un tag. Essayez, vous verrez, c'est pas facile. Il y en a un qui le fait, un seul, c'est le parseur Aalto, qui est d'ailleurs relativement performant. C'est un parseur qui est basé sur du pool parsing, mais qui a en plus l'intérêt de dire si votre tag XML a été ouvert et qu'il n'a pas été fermé, il va vous envoyer un événement en disant je m'arrête là, je ne sais pas faire plus loin, et je ne vous génère pas une exception. Sinon, l'alternative, c'est très simple. Vous avez une exception, et vous redémarrez votre lecture du début du fichier XML. En termes de perf, c'est assez désastreux. Et après, vous avez plein de types de décodage possibles. Type binaire, rien ne vous interdit de faire du binaire. En LDAP, le message, il est binaire. C'est de la SN1 encodé en BER. Le codec, il est écrit à la main, il n'y a pas de codec spécifique pour faire ça. L'encodage est beaucoup plus simple. En fait, grosso modo, vous avez un message, vous avez une méthode de sérialisation, ça vous fait un byte array ou un buffer, et vous l'écrivez. L'écriture de l'encodeur peut être compliquée dans la mesure où c'est quand même du processing, d'écrire la sérialisation. En termes d'envoi, vous n'avez aucune difficulté majeure. C'est totalement transparent. En ce qui concerne la montée en charge, maintenant que vous avez écrit votre application, il y a un certain nombre de points qui sont fondamentaux à déterminer. C'est quels sont les goulots d'étranglement. Typiquement, on dit « ouais, mais mon application, elle va pas vite, etc. Le réseau, c'est mon goulot d'étranglement, etc. » Le réseau est rarement le goulot d'étranglement dans votre application. Si vous avez un réseau au gigabit Ethernet, vous allez envoyer environ 100 mégas par seconde, ou 120 mégaoctets par seconde. C'est presque plus rapide que vos disques durs normaux, c'est presque aussi rapide qu'un SSD. Donc ce sera rarement votre goulot d'étranglement. Si vous avez du 10 gigabits, ça tue à peu près n'importe quel accès sur disque, même en SSD. En SSD, quand vous êtes monté à 400 mégas par seconde, c'est déjà pas mal. Okay, avec 10 gigas, vous êtes à plus d'1 giga par seconde. Donc, ôtez-vous de la tête que le réseau va être votre goulot d'étranglement. Généralement, le goulot d'étranglement, c'est les accès aux bases de données, aux disques que vous faites sur votre machine au niveau de votre application. C'est ça le point fondamental. Le décodeur peut être un point d'étranglement, mais j'y crois pas trop. Si vous avez vraiment des problèmes de performance, vous pouvez toujours créer plus de threads que vous en avez besoin. Généralement, le nombre de ce qu'on appelle les IO processeurs
est déterminé par le nombre de corps que vous avez sur votre machine. Attention à la mémoire, on en a parlé plusieurs fois. Performance, juste 2 slides pour terminer. J'ai fait des petits tests il n'y a pas si longtemps que ça pour voir ce qu'il y avait comme différence sur la gestion des byte buffers, puisqu'on passe que par des byte buffers, entre Java 6 et Java 7. Et il y a 2 types de byte buffers. Il y a les heap buffers qui sont alloués dans la mémoire de la JVM et la direct buffer qui sont alloués en fait dans le système d'exploitation. Le heap buffer est généralement beaucoup plus rapide. On le voit, c'est peut-être un peu petit. Le heap buffer est en bleu, en Java 6. Il est plus rapide jusqu'à pratiquement 4 kilooctets ou 8 kilooctets de données envoyées. Bizarrement, dès que vous dépassez 8 kilooctets, le heap buffer explose en coût. L'allocation en mémoire de la JVM devient beaucoup plus coûteuse que de allouer des buffers plus importants en direct buffer. Ça, c'était en Java 6. En Java 7, ils ont fait énormément de progrès. Ce sont les 2 courbes en jaune et en bleu vert. Bon, ça, c'est un petit blimp qui juste... moi, j'ai pas eu le temps de le supprimer, mais grosso modo, ce que vous voyez, c'est que le heap buffer est en général beaucoup plus rapide, pratiquement 2 fois à 2 fois et demi plus rapide qu'en Java 6. Donc, si vous avez encore du Java 6, basculez en Java 7. Ça, c'est un petit conseil. Et grosso modo, ça sera de toute façon 2 fois plus rapide que gérer du direct buffer. Ce qu'on ne voit pas, parce que ça va un petit peu plus loin, aux alentours de 60 kilooctets, la bascule est inverse. C'est-à-dire que ça devient plus rapide de faire du direct buffer que de faire du heap buffer. Vous avez rarement un intérêt à créer des buffers de plus de 65 kilooctets. Donc si vous faites du Java 7, utilisez des heap buffers, pas des direct buffers. Et j'ai fait des petits tests de performance en UDP, avec Mina 3 en Java 6 et en Java 7. J'envoie 1 million de messages de taille variable, 10 octets, 1 kilooctet, j'étais jusqu'à 60 kilooctets pratiquement en UDP, on ne peut pas aller plus loin. En UDP sur ma machine, avec des messages de 10 bytes, il faut 65 secondes pour envoyer 1 million de messages. En Java 6 et en Java 7, il faut 45 secondes. C'est quand même beaucoup plus rapide. À titre de comparaison, sur du blocking I/O, on est pratiquement sur les mêmes performances ici, en UDP. En TCP, ce n'est pas tout à fait le même résultat. En TCP, on va être effectivement 20% plus lent par rapport à du BIO. J'ai montré effectivement les perfs de NetI 3, juste pour information. On est à peu près dans le même ordre d'idée. Là, j'ai un timeout sur 1024 bytes, je pense, parce que j'ai mal configuré NetI 3. Mais grosso modo, de toute manière, considérez que les coûts de traitement au niveau de framework I/O seront négligeables par rapport aux coûts de traitement application. Voilà. J'ai à peu près terminé, de toute façon, chez Timelapse ici. Je ne sais pas si ça vous a éclairci un petit peu sur ce que faisait NIO. Moi, ce que j'ai à dire en termes de conclusion, c'est extrêmement simple. Si vous pouvez utiliser un framework, faites-le. Peu importe le framework que vous utiliserez, de toute façon, ça sera pour vous beaucoup plus simple que de le faire à la main. Et j'ai pas là-dessus, moi, j'ai pas d'état d'âme, que ce soit NetI ou Mina, je vois pas de différence en termes d'application. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Je vous remercie.